Thomas Hertog, vous êtes cosmologue, professeur à la KUN. Ouais. Vous êtes le co-commissaire de notre exposition Cosmos Design d'ici et au-delà. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement et nous parler un petit peu de votre parcours académique et professionnel? Oula, ben oui, bien sûr. Ça a commencé il y a 20 ans. Euh, j'ai quitté la Belgique pour aller étudier la cosmologie à Cambridge. En fait, parce qu'à cette époque, il n'y avait pas grand-chose dans la cosmologie ici en Belgique. Et à Cambridge, j'ai rencontré Stephen Hawking. Et c'est vraiment quand je lui ai rencontré que je me suis senti, ok, ça c'est vraiment le domaine de recherche que je voulais explorer, quoi. Et bon, ça n'a pas arrêté depuis, depuis ce moment. J'ai continué à travailler dans cette direction. Plutôt, donc la cosmologie, c'est quoi? C'est l'étude de l'évolution de l'univers, l'origine de l'univers. Euh, et évidemment, notre spécialité est particulièrement la théorie du Big Bang. Donc on travaille vraiment avec des conditions et avec des concepts qui sont loin de la quotidienne. Donc vous avez fait votre thèse de doctorat avec Stephen Hawking et puis vous êtes resté un de ses collaborateurs. Qu'est-ce qui vous a inspiré le plus chez lui? Chez Steven, je dois dire sa passion, son optimisme. C'est ça qui m'a frappé le plus enfin, on a continué à travailler, à collaborer pendant 20 ans. D'une façon ou d'autre, on s'est trouvé sur la même longueur d'onde, quoi, scientifiquement. Et donc, c'est devenu une collaboration très intense, très intime presque. Et donc, à la fin de sa vie, je lui connaissais très très bien. Et il avait un optimisme dans la vie, évidemment, comme vous pouvez vous imaginer, mais aussi scientifiquement, je veux dire. Il avait un optimisme épistémologique, disons, qu'on qu'on peut, qu'on peut comprendre ce Big Bang. Et ça, c'était vraiment passionnant à voir et à expérimenter. Et donc, d'où ça vient, son optimisme? Il avait une passion de vivre énorme. Hein. C'est ça qui lui a mené euh, sur, pendant sa vie et qu'il pouvait continuer, quoi. Ouais. Et donc il avait cet optimisme à la fois humain et scientifique, mais il avait l'air assez inquiet sur l'état de notre planète. Oui, oui, comme tout le monde. Hein. Mais aussi, oui, vers la fin de la vie, tu as certainement raison. Euh, mais mais d'autre part, il maintenait cet espoir. Hein. Il n'était jamais fataliste ou un truc comme ça. Je pense que son grand message vers la fin de sa vie était, je pense qu'il voulait transférer cette émotion cosmique, cet sentiment cosmique, quoi, vers une sorte d'esprit humain. Et donc il parlait de la cosmologie, mais il parlait aussi de cette phrase One planet, one human race. Donc je pense qu'il voyait une sorte de connexion entre laissant prendre une perspective plus grande, plus long terme, plus large, plus cosmique, et on s'en sort quelque part. Hein. C'était ça un peu vers la fin de sa vie, son message, au niveau, hein, comme vous dites, du crise climatique et tout ça. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres penseurs scientifiques qui vous ont inspiré pendant votre formation et pendant votre vie professionnelle? Oui, bien sûr, mais pas comme Hawking. Oui, bien sûr, ben, ils sont évidemment moins connus, hein, mais oui, j'ai rencontré plein de gens fantastiques, évidemment, pendant ma carrière.
Le groupe à Cambridge, le groupe autour de Hawking à Cambridge pendant les années 90, disons, était unique dans le monde. Il y avait quelques professeurs qui vraiment se renforçaient et ont créé une sorte de écosystème dans la cosmologie qui était unique. Et en plus, c'était une phase dans la cosmologie qui était unique. Chaque domaine de recherche a des hauts et des bas, hein, parce qu'il y a des révolutions, il y a des changements de paradigme qui viennent. Par exemple, Georges Lemaître a initié un changement dans le paradigme dans les années 20, 30, et c'était magnifique pour la cosmologie. Mais après, la cosmologie est devenue un domaine pas très intéressant, un peu abstrait, un peu mathématique, pas très vivant. Et ça a changé pendant les années 90. Parce que pendant les années 90, la technologie pour construire des télescopes nous a ouvert l'univers, quoi. Et donc on pouvait regarder beaucoup plus loin. On pouvait regarder tout à coup presque plus ou moins jusqu'au Big Bang. Et donc du coup, ça a créé une petite révolution dans la cosmologie. Et c'était là à Cambridge où ils ont vraiment capté, je dirais, les éléments fondamentaux de cette révolution. Et donc il y avait Neil Turok, par exemple, un professeur qui est maintenant à Edinburgh. Il y a des gens à Princeton qui étaient James Peebles, qui a reçu le prix Nobel il y a 2 ans, qui était un des premiers à établir ou à comprendre la composition de l'univers. Et ce sont des gens fascinants, bien sûr. Et aujourd'hui, vous dirigez un groupe de recherche sur la relation entre le Big Bang et la théorie des cordes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça, si possible brièvement et de façon simple? Écoute, ça touche au thème de l'expo. On parle dans l'expo du microcosmos et du macrocosmos. Eh bien, au Big Bang, les deux se rencontrent. L'infiniment grand et l'infiniment petit s'unissent quelque part. Et qu'est-ce qu'il se passe? Comment on peut comprendre cette unification? Et qu'est-ce que ça nous dit sur notre place dans l'univers? On est un peu au milieu du macro et micro. Hein? L'échelle humaine est au milieu. Donc, est-ce qu'il y a une certaine unification entre le grand, le petit et l'échelle humaine? C'est ça, ce sont les trois éléments qui jouent. Et il n'y a qu'un endroit dans l'univers où tu dois vraiment combiner les trois éléments dans un cadre global, dans un seul cadre global. C'est ça notre enjeu. Ce sont des grandes questions. Oui. Ouais. Et la théorie des cordes, justement, c'est un des seuls avenues qu'on a pour combiner le grand, la théorie de la gravité, l'espace-temps, avec nos modèles du microcosmos, hein, la théorie quantique. La théorie des cordes, d'une façon ou d'autre, elle combine les deux. Donc c'est magique. Mais on est dans un domaine très abstrait, très mathématique. On vit dans 10 dimensions et tout ça. Mais l'élégance derrière cette théorie des cordes a inspiré une génération de physiciens à explorer cette possibilité d'une unification qui devient important au Big Bang. Et donc cette idée de trouver cette théorie du tout, donc qui unifie l'infiniment petit, l'infiniment grand, Ouais. Il semble que beaucoup de scientifiques se sont engouffrés dans cette voie pour étudier cette théorie des cordes, mais que vous soyez un petit peu bloqué. Est-ce qu'on arrive enfin à trouver cette théorie du tout? Il y a certainement des éléments qui manquent. Hein. Si vous faites référence à, disons, les œuvres sur la théorie des cordes dans les années 80 ou 90,
Ça, c'était très fascinant, évidemment, mais il y a des choses qui manquent. Quoi exactement? Je pense que c'est de plus en plus clair que la théorie des cordes, comme on la comprend maintenant, est incomplète. Et je pense que le problème est plus fondamental. C'est notre notion d'une loi physique qui probablement doit évoluer avec. Et ça, c'est évidemment, ce sont des grands changements. C'est pas facile à, à dire comment ça va passer. Mais par exemple, enfin, j'oublie ce que je voulais dire. Ce qui manque. Peut-être deux éléments. Même dans nos travaux dans la théorie des cordes, on suppose facilement qu'il existe une sorte d'espace-temps courbé, n'importe quoi, mais qu'il existe une sorte de réalité dans laquelle on construit nos théories. Mais si tu penses fondamentalement au Big Bang, c'est probablement ça qui est le problème. Le Big Bang est le début du temps, le début de l'espace, et peut-être une sorte de limite d'une réalité physique. Mais alors la physique n'est pas faite pour incorporer ce genre de truc. Et donc on a un peu on est un peu coincé là-dedans. Et donc le Big Bang nous force de sortir. La physique elle-même doit changer. C'est pas suffisant de trouver une meilleure formule, quoi. Et ça, c'est difficile. Et je pense, personnellement, qu'on n'a pas pris le Big Bang assez sérieux. Qu'on doit vraiment incorporer cette idée que le temps n'est pas donné, mais qu'il y a un début dans notre formule. Et ça n'a pas encore été fait. Et bien voilà, donc on a encore du boulot. Alors, selon ce qu'on appelle le principe anthropique, les observations qu'on fait aujourd'hui de l'univers, elles sont possibles parce qu'il y a un observateur, donc une entité biologique qui est douée de conscience, donc l'homme, hein, en d'autres mots. Et certains voient là-dedans la preuve que tout cet univers était finalement préprogrammé pour que cette vie si complexe puisse y apparaître. Donc pour que l'homme soit là pour pouvoir l'étudier et l'observer un jour. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ça? Je pense que ce principe est ridicule. Je pense que, enfin, non, j'ai montré que le principe anthropique, si tu vas dans cette route, tu perds toutes sortes de falsifications, vérifications, possibilités de tester votre théorie dans la physique. Donc je ne pense pas que c'est une bonne idée. Je pense que le principe anthropique est une manifestation que le principe anthropique est une... On a essayé de comprendre notre place dans l'univers en maintenant le cadre traditionnel de la physique, où il n'y a pas de place. Les lois sont impersonnelles, objectives, n'ont rien à voir avec nous. Ça, c'est la physique. Le loi d'Einstein, il est là. Je peux l'écrire. Il est là. Il n'y a rien dans ce loi qui dit dans quel univers on peut être. Mais le principe anthropique est un truc qu'on a ajouté qui est extérieur de tout le cadre de la physique. Et la combinaison n'a pas marché. Si tu combines les deux, tout tombe. Tu n'as pas de prédiction, tu n'as pas de vérification, tu n'as rien. D'autre part, je pense qu'effectivement, l'idée à la base du principe anthropique, comme vous le dites, on est là, on observe, on fait partie de l'univers. Je pense que cette idée est très, très importante, très fort, cruciale. Mais le problème est qu'on n'a pas trouvé le lien entre cette observation, disons, le fait qu'on fait partie, qu'on est dans l'univers,
et nos lois physiques, le cadre physique, comment on construit le monde. C'est un peu la même chose qu'on vient de discuter sur le Big Bang. Donc je pense que le Big Bang est un problème de macro, micro et d'observateur. Ce sont les trois éléments qu'on doit combiner dans un seul cadre cohérent sans perdre les aspects scientifiques qui sont cruciaux, qui fait que la science est une manière de voir et explorer et tester le monde avec un processus de vérification, tu vois, sans glisser dans un cadre qui est rien que le pseudo-science. Bon, c'est un peu abstrait, mais vous m'avez posé cette question. C'est de ma faute. Alors, dans son livre Design et sciences, Anne-Lise Redon rapproche le design du dessin, donc de la mise en forme, on va dire. Je la cite. D'un côté, il s'agit d'observer, d'apprendre à reconnaître des formes, à les catégoriser, à apprendre leur structure afin d'en retranscrire l'essence. De l'autre, il s'agit de la projection d'apparence de la réalité. Alors, est-ce que vous, ça vous parle? Est-ce qu'on a en science aussi une approche similaire? Donc, l'idée de vouloir mettre en forme, faire un design de notre compréhension de l'univers. Je pense que c'est essentiel, oui. Oui, je pense qu'on pense comme ça, qu'on développe. Oui, je pense que c'est crucial. C'est l'idée de communiquer, de trouver un langage commun, ici à travers le design par exemple, pour expliquer les choses, expliquer quelque chose d'abstrait et le rendre tout à coup concret. Est-ce que c'est quelque chose comme ça? Ah non, je pensais plutôt à la processus de recherche. On commence pas avec des formules, souvent. Les formules mathématiques, c'est souvent la fin d'un processus de création. Et pendant ce processus, c'est souvent les images et le dessin et il faut donner forme à tout ça. C'était très fort avec Hawking, par exemple. Évidemment, il ne pouvait pas écrire. Donc, il s'est re-entraîné quelque part. Il a inventé une nouvelle manière de faire la recherche dans la physique théorique où les formes et les géométries et les structures étaient en fait center court, elles sont cruciales. Donc, j'ai toujours pensé au dessin quelque part. Et c'est parfois bizarre, hein? On peut dessiner un cercle et tu ne peux pas imaginer que ce cercle peut représenter, pour Hawking et moi, c'était, enfin, j'ose même pas dire, mais c'était parfois toute l'évolution de l'univers là-dedans. Hein? Et ça, c'était l'état de l'univers maintenant. Ici, tu es à l'origine de l'univers. C'est projeté dans une dimension de temps imaginaire et tout ça. Tu ne peux pas imaginer. Le dessin était partout dans notre travail. Vous-même, Thomas, vous êtes venu au Grand Ornu en 2012 et vous avez donné une conférence dans le cadre de l'exposition Space Oddity, une conférence qui s'intitulait « Le design caché de l'univers ». Il y avait déjà cette notion de design maintenant. Oui, bien sûr. Mais ça touche à ce que vous disiez tout à l'heure. Oui, donc ça c'est un des mystères. Hein. On a déjà parlé de l'observateur. On est dans l'univers. Mais puis tu peux te poser une question encore un tout petit plus profonde. Quelles sont les conditions dans l'univers qui sont nécessaires puisque l'homme peut arriver qu'on peut exister, quoi. Et donc si tu commences à penser à cette question, ça te rend dingue parce que il paraît que les forces et les particules et la composition de l'univers sont presque design, donc sont très spéciales dans le sens que si tu changes un peu les lois de la physique, les forces, les particules, la composition et tout ça, vite tu arrives à la conclusion que
on ne peut pas exister, on ne peut plus exister dans l'univers. Donc il y a quelque chose de très 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 spécial dans la structure de l'univers elle-même qui qui est relié à notre existence. Et ça, à mon avis, c'est peut-être la question la plus fondamentale. C'est une question qui vient se cristalliser quelque part déjà dans la révolution scientifique il y a 500 ans. C'est là que la physique a été née, la physique moderne, la science moderne a été née, et c'est là qu'on a créé une certaine tension entre l'homme et le cosmos. Comme je disais tout à l'heure, on n'a pas de place dans la physique, a priori. Mais d'autre part, évidemment, on se trouve dans l'univers et les lois sont très spéciales. Et donc, il y a clairement quelque chose qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas l'unité dans la nature, l'unité dans le cosmos. Et à mon avis, c'est là où on doit chercher. Donc ça, je trouve très relevant. Et enfin, on en a parlé il y a quelques années. Hein. Exact. Ouais. Et alors depuis, vous avez entrepris toute une série de démarches vers le monde culturel et artistique. Vous êtes allé voir Anne-Theresa de Kersmaker, Arnaud de Force, violoncelliste, c'est Thomas Requewacht, Oui. voilà, comédien avec qui vous avez produit une pièce de théâtre, Move 37. Et puis vous êtes commissaire maintenant de 2 expositions. Quel est le sens? Pourquoi ces collaborations avec le monde culturel? Qu'est-ce que vous recherchez avec ça? J'ai pas un agenda, hein, là-dedans. Une envie. Une envie, oui, oui, certainement, parce que je constate qu'il y a cet espace gigantesque entre la science et le monde culturel, mais la société en général. Et la science reste une activité humaine aussi. Il faut qu'elle est intégrée, qu'elle fait partie du tissu culturel et social. Et, sinon, on ne va plus se comprendre hein, à un moment. Je suis convaincu que les idées qui sont derrière les explorations scientifiques et certainement dans la cosmologie, qu'on peut les partager et qu'il faut les partager et que c'est comme ça que la science à long terme évolue. C'est pas une activité qui se passe là dans un tour ivoire isolé. Non, 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 ça je suis pas d'accord. Oui, oui, il faut les labos, mais ça fait qu'une partie, je pense, du processus plus général. Et donc c'est ça ce que je cherche. Je trouve ça beaucoup plus intéressant quelque part de dialoguer et de se rencontrer dans cet espace entre la science, le mystère, la religion, la culture. C'est là où les idées se mélangent et les idées se diffusent et les idées il y a reprend une nouvelle dynamique d'or de nos labos. C'est juste ça. C'est juste ça. Et est-ce que vous pensez que le langage artistique est particulièrement approprié pour traduire notamment Oui. cette beauté mathématique? Oui. Je pense par exemple à Oui. Anne-Theresa de Kersmaker que vous avez fait intervenir au cours du séminaire sur la théorie des cordes qui s'est passé à Flagey Oui. en 2019, je pense. À un moment, elle s'est levée, elle n'arrivait plus à exprimer en langage courant des choses abstraites et difficiles effectivement à exprimer, et elle s'est mise à parler avec son corps, à danser, ce qui a d'ailleurs provoqué une espèce de malaise dans l'assemblée des scientifiques qui n'étaient peut-être pas habitués à ça. Et donc il y a effectivement un langage artistique qui semble plus approprié. Oui, j'entends. On peut fermer la fenêtre. Là. Oui, parce qu'on ne peut pas l'empêcher de travailler. Non, ça on peut... Ça. Oui, effectivement, cet dialogue avec Anne-Theresa, quand elle s'est levée, ça c'était évidemment le moment le plus intéressant de la soirée. C'était typique. Hein,
je trouve ça pas facile de trouver une langue, un vrai dialogue. Tu as mentionné quelques projets, mais il y a aussi quelques autres projets que je trouve où on n'a pas trouvé cette langue commune. Il faut vraiment chercher pour sortir de son univers quelque part, soit en Teresa, soit dans une pièce de théâtre, soit dans un expo, pour éviter que tout le monde reste dans son coin où on se sent bien protégé quelque part. J'ai l'impression qu'il y a vraiment entre les disciplines qu'il existe un espace ouvert qui est là à découvrir et que c'est pas de l'art et que c'est pas de science, mais que c'est quelque chose qu'on peut même pas presque nommer. Et parfois j'ai eu ce sentiment avec les projets les projets que vous mentionnez. Mais parfois pas. Et c'est ça, les cas où ça marche pas, c'est aussi intéressant. Et avec André, c'était très délicat. Parce que la danse est une forme d'expression qui a des grandes contraintes. Et la science aussi, parce qu'on a quelque part, on a aussi. Thérèse me disait, moi je travaille avec la gravitation. Et elle a tout à fait raison. Mais moi je travaille aussi avec la gravitation, mais dans un autre univers. Et donc c'était très intéressant à chercher un peu les mots, un dialogue, et après aussi dans son œuvre, une sorte d'inspiration. Mais comme vous dites, c'est en cherchant cette langue commune qu'il y a de nouvelles idées qui sont nées, je pense. C'est ça mon intérêt. En préparant cette expo, il y a quelque chose qui m'a impressionné, donc en bouquinant un petit peu. Donc par exemple, Stephen Hawking, dans son livre The Great Design, exprime ce qu'il trouve le modèle mathématique de qualité. Pour lui, il doit répondre à 4 critères. Dans le premier m'a interpellé, il doit avant tout être élégant. Alors un petit peu plus loin aussi, il parle de la simplicité. Donc il fait le lien entre élégance et simplicité. L'élégance se rapporte à la forme de la théorie, mais aussi au nombre de facteurs ajustables qu'elle contient, car une théorie truffée de paramètres ad hoc perd de son élégance. Pour paraphraser Einstein, dit Hawking, une théorie doit être aussi simple que possible, mais pas trop. Mm-hmm. Alors c'est quelque chose qu'on retrouve chez d'autres auteurs aussi, je pense au franco-vietnamien Trinh Xuan Chuan, je ne sais pas si je prononce bien, qui lui aussi parle à la fois de la beauté, de l'élégance qu'il lit. Donc il explique que pour lui, une belle théorie doit posséder ce qu'il appelle une sorte d'inévitabilité. Donc ça veut dire qu'on peut on ne peut pas altérer une partie sans affecter le tout. Voilà. Donc la deuxième qualité pour lui, c'est de nouveau cette idée de simplicité qu'il dit liée à l'élégance. Et la dernière qualité, c'est qu'il faut faire coïncider beauté et vérité tout en étant conforme à la nature. Ça, c'est un petit peu plus philosophique. Et donc, pour quelqu'un qui n'est pas un mathématicien, pas scientifique, cette idée d'élégance et de simplicité quand on parle de représentation mathématique du monde, c'est assez étonnant et assez difficile à comprendre. Est-ce que vous pouvez nous apprendre quelque chose là-dessus? Vous pouvez nous expliquer? Ça, je ne suis pas sûr. Ça, je suis vraiment pas sûr. Est-ce que vous partagez si c'est explicable? Cette idée de... Oui, bien sûr, ça nous guide. Hein. Ça nous guide. Mais et à un certain niveau, vous pouvez comprendre l'élégance, la simplicité va naturellement, comme dans les autres domaines de la vie, va naturellement améliorer la cohérence de la structure de la théorie. Et si tu as une meilleure cohérence, tu vas avoir beaucoup plus d'opportunités
pour dériver des nouvelles choses, pour faire des prédictions, pour vérifier la théorie. Donc il y a à un certain niveau, c'est du pragmatisme presque. Mais le niveau que vous cherchez, c'est le niveau plus profond, c'est quoi la beauté? Et ça, c'est très difficile à expliquer. Et c'est très difficile Parce à que je comprendre. pense qu'à ce niveau, on est plutôt au niveau de l'intuition, derrière notre travail. Et donc ça, c'est un peu comme demander à un artiste comment exactement vous travaillez. Ça devient difficile. Donc tu peux voir les résultats et tu dis oui, c'est la simplicité, c'est la beauté. Enfin, tu peux avoir une impression d'une œuvre d'art qui... Je reviens sur ce que vous disiez. Vous semblez dire que donc, dans le travail des scientifiques, il y a aussi de l'intuition et peut-être même de la créativité. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Surtout, en fait, hein, c'est ça la dimension intéressante. Oui. Le base de cette intuition, c'est... On part des questions de la nature. C'est la nature qui nous donne les questions. Par exemple, le design, le design apparent de l'univers. C'est une bonne question. Mais après, on travaille avec ces questions dans une manière intuitive. Cette intuition vient partiellement de l'observation de la nature, mais aussi beaucoup de tout l'ensemble des théories qu'on a construites et qu'on connaît. On ne part jamais d'une feuille blanche. J'ai d'ailleurs noté dans mes quelques collaborations avec les gens comme Thomas Rickewaert que si tu, et aussi avec vous en fait, si tu fais une expo ou tu fais une pièce de théâtre, hein, vous les curateurs ou les artistes, vous commencez encore plus que nous avec une feuille blanche. Nous, on a quand même, il y a toujours des éléments là-dessus qu'on peut pas facilement. Vous vous reposez sur des acquis. Plus que ça. Et oui, oui. Et donc, si on arrive à un nouveau paradigme, hein, disons, hein, on va vraiment changer notre conception de l'univers, on part pas avec une autre feuille blanche. Non, c'est plutôt que sur la feuille qu'on travaille, la combinaison des théories, le macro, le micro, l'observateur, deviennent tellement coincés et c'est dans ce conflit, c'est toujours une nouvelle théorie est toujours née d'une nouvelle conception de l'univers, est toujours née d'un conflit quelque part, des acquis existants. Oui, c'est ça. Une rupture avec l'existant. Oui, voilà. Et ça, j'ai franchement aimé dans mes collaborations avec vous parce que c'est quelque part plus libre. Et cette dimension, ça touche à ce qu'on vient de discuter, c'est cette liberté qui donne aussi des autres possibilités pour diffuser le discours scientifique. Je peux dire des choses au grand venu ou sur scène avec Thomas Rickewaert que je ne peux pas dire dans mon labo. C'est évident. Et je peux sortir, je peux laisser vivre la spéculation dans une autre manière que tu peux faire dans un cadre scientifique. Et là, c'est de nouveau cet espace ouvert qu'on ouvre. Voilà. Alors, c'est très drôle, et ça, il faudra probablement le couper, mais parce que La plupart de ces trucs. tu dis que tu as ressenti plus de liberté chez nous du côté de l'espace culturel ou artistique, et moi, j'ai ressenti l'inverse, j'ai ressenti une énorme liberté chez un scientifique comme toi. J'explique aux autres, donc quand j'ai rédigé le premier pitch de l'expo,
Bon, comme c'est un sujet que je ne connais pas du tout, donc moi j'ai toujours été un peu en froid avec la science, les maths, et donc j'étais stressée. J'ai travaillé pour écrire 2 pages, j'ai travaillé, je pense, un mois complet, j'ai lu plein de choses, et donc j'ai fait quelque chose de très rigoureux avec un glossaire à la fin, je ne sais pas si tu te souviens, et je t'ai envoyé ça, donc le travail d'un mois, mais vraiment très rigoureux. Et puis tu m'as renvoyé ma copie en me disant presque écoute, c'est très bien, mais c'est chiant ton truc. On enlève le glossaire, on coupe, et tout le texte a été transformé, raccourci, on en est arrivé à une demi-page, mais qui tout à coup ouvrait un espace. Tu posais des questions. Pourquoi, pas comment se compose, se structure l'univers, mais pourquoi est-ce comme ça? Sommes-nous seuls? Et qui est le grand designer? Et tout à coup, je me suis dit, bah tiens, oui, fort de toute cette connaissance, de toute cette structuration de la pensée, là, on peut ouvrir. Et voilà, mais voilà, et on est là, hein, on est finalement arrivé au point essentiel, je pense, oui, tout à fait. C'est clair que cet ensemble de la cosmologie, quoi, et tout ce qu'on a découvert, que ça donne une base magnifique et assez solide pour te poser des questions que tu essentiellement pouvais pas poser sans ce cadre. Et donc ça, c'est très intéressant. Cette théorie, cette cosmologie moderne, cette œuvre scientifique qui est là maintenant, oui, ça ouvre des portes métaphysiques, c'est clair. Ça nous donne un cadre de poser des questions qu'on ne pouvait même pas imaginer poser dans un sens, sauf dans une manière enfin presque religieuse, presque complètement spirituelle. Donc ça c'est clair, mais... Et donc je me sens très libre dans ce sens, c'est clair. Parce que effectivement, cette feuille donne un certain acquis. Mais l'exploration de ces questions, c'est intéressant ce que tu dis, c'est très intéressant. La méthodologie scientifique aussi limite quelque part ce qu'on peut faire avec ces questions, avec la cosmologie. Ça reste dans une méthodologie de vérification et tester et tout ça. Et donc, je pense qu'on dit presque que la découverte scientifique soit être beaucoup plus grande, beaucoup plus libre, beaucoup plus diverse quelque part. Et c'est là que l'art vient sur scène, je pense. Donc, oui, je comprends quelque part ce que tu dis, c'est intéressant. Et c'est peut-être pour ça que je me sens effectivement très libre dans votre contexte. Et pour lier tout ça, donc à la fois la dimension scientifique, artistique et métaphysique, je vais citer quelqu'un qui a pensé à ça bien avant nous, donc au XVIIIe, okay. le philosophe David Hume, donc dans les dialogues sur la religion naturelle. Donc, il commence par critiquer toutes les raisons possibles de croire en l'existence de Dieu, mais à la toute fin de son livre, il admet, je le cite, que devant la cohérence et l'apparente sympathie de toutes les parties de ce monde, donc ça veut dire devant la beauté de cette structuration, même l'athée le plus convaincu doit concéder qu'il y a un principe d'ordre originel. Et par là, il entend une force, peut-être une intention, une volonté de création de tout ça. Et donc c'est étonnant de voir comme, en fait, l'idée de la beauté, de nouveau, de l'élégance d'un modèle appelle le divin. Et est-ce que vous pensez qu'effectivement la beauté du cosmos qui nous environne et de la compréhension mathématique de ça, ça relève du divin pour vous? Pas vraiment, non. Non, je pense que... Pour moi, c'est surtout... Le divin me fait trop penser à une sorte de créateur extérieur de l'univers.
Mais si j'ai appris une chose pendant les 20 ans que j'ai travaillé avec Hawking, c'est qu'on peut trouver l'unité dans l'univers. On peut trouver la beauté dans l'interconnexion sur toutes les échelles des éléments autour de nous. J'ai pas l'impression que une force de création d'extérieur nous aide beaucoup à valoriser ou à approfondir cette beauté. Ok, moi j'ai... Est-ce que Thomas, tu veux ajouter quelque chose? Non, pas spécialement. Et juste peut-être pour conclure... Non, t'as interrogé, de- magnifique. Oui, bonne Quoi? question. De bonnes questions. Oui, tant mieux. Hein, comme ça. Et juste, je ne sais pas si on utilisera la question ou pas, qu'est-ce que tu attends de l'expo au Grand Ornu, de l'exposition Cosmos Ah, Design d'ici et au-delà? Qu'est-ce que tu espères que ça puisse apporter notre projet? Pour le public, tu veux dire? Oui, pour le public, pour toi, pour les artistes peut-être. C'est difficile à dire à ce point, je pense. Ce sont deux expos très différents. Hein. Donc ici à Leuven, on s'est basé sur un script assez scientifique. Et donc, voilà, de nouveau, on a créé un cadre un peu plus restreint. Donc chez vous, au Grand Ornu, l'espace dans lequel les artistes pouvaient bouger était beaucoup plus grand. Donc je pense qu'on est parti pour un expo qui a un élément plus fort expérientiel. Quoi. Et donc voilà, c'est un peu la surprise, je pense, là-dedans. Ça, c'est enfin, mon intuition. Mais pour moi aussi, ce sera la surprise. Ouais. Merci Thomas. Enchanté, avec plaisir.